La situation difficile que nous avons pour le moment, nous avons accepté les conditions de la transposition. Alors que les parents étaient d'accord qu'il y a la transposition, augmentation des salaires. Et nous sommes mis d'accord avec eux sur le changement. Tous les syndicats ont signé. Donc il n'est pas normal. Et souvent, comme d'autres, régulièrement, il y a 8 ou 10 fonctionnaires de DPE qui ont été nommés DPE. Tous les autres ont rejoint leur propre, sauf lui. Et ensuite, il n'était pas à la négociation. Et il sort, il va contre son syndicat qui l'a suspendu. Alors, si quelqu'un qui est suspendu se met à aller contre, il se met dans l'illégalité. Et au moment où la Guinée avance, non seulement nous avons eu 20 milliards en Chine, mais notre plan national de développement, on avait besoin de 14 milliards 600 millions. Vous avez tous vu qu'en 2 jours, on a eu 21 milliards. Au moment où tous les bailleurs de fonds publics et les privés ont commencé à veulent venir, on fait la pagaille. Ce qui fait que même ce qu'on gagne est parasité par des mouvements comme ça. Alors pourquoi on va se battre pour que le pays avance si un ennemi peut mettre la pagaille? Mais il le fait grâce à la complicité des radios. Pourquoi je l'ai convoqué? Lorsque les syndicalistes envoient leur communiqué aux radios, les radios refusent de publier. Par contre, ils sont là à faire passer tous les messages de Souma. Je dis au procureur, plus de Souma, comme rébellion. Donc maintenant, il sera poursuivi. Il y a la loi, il y a les pénalités. Donc, quiconque désormais fait passer les communiqués de Souma sera considéré comme complice et sera aussi poursuivi de la même façon. C'est pourquoi je veux qu'il soit là, qu'on mette chacun devant ses responsabilités. On ne peut pas avoir des organisations représentatives dans un pays et qu'un individu se permette d'aller contre cela et qu'on soutienne. Ça, c'est très clair. Alors c'est pourquoi je veux prendre tout le monde à témoin, qu'on sorte un communiqué ici, et nous tous, qui engagent tout le monde. Parce qu'on peut pas, on n'est pas dans un état sauvage. Dans ce cas, à quoi ça sert d'avoir des organisations? Si le patron vous dit que quelque chose d'important, c'est de faire autre chose, ou bien les parents de l'élève vous faire quelque chose, quelqu'un s'élève, à ce moment il n'y a plus d'État. Il faut quand même qu'on respecte le pays. On ne peut pas être un état sauvage où n'importe qui s'élève. Personne n'est au-dessus de la loi. Un fonctionnaire est un fonctionnaire. S'il n'est pas fonctionnaire, il va dans le privé. Si tu es fonctionnaire, l'État a le droit de t'affecter où il veut. Sinon, dans ce cas, tu quittes la fonction publique. Le syndicalisme ou le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Quand le nécessaire de l'enfant, on t'affecte. Tu ne peux pas dire que si tu repasses ton poste, c'est ma faute. Parce que dès qu'il a refusé, on aurait dû suspendre son salaire dès ce moment-là. C'est vous qui êtes responsable, le ministre de la fonction publique. À partir du moment où un fonctionnaire ne répond pas, et vous savez que la loi, si vous ne raisonnez pas votre parole, vous êtes 3 mois, vous êtes radié. Maintenant, nous allons appliquer rigoureusement la loi. Parce qu'on ne peut pas être dans un état sauvage où chacun fait n'importe quoi. La Guinée est venue d'aujourd'hui, un pays sans État. On attrape un voleur, on l'amène à la gendarmerie, on le tue. Dès qu'il y a un incident, on va casser la maison de l'autre. À ce moment-là, il n'y a plus d'État. Ça devient la jungle. Et ça ne peut plus continuer. Nous avons des partenaires, il y a les syndicats, il y a le patronat, on négocie à 3. Une fois qu'ils sont mis d'accord à 3, ça concerne tout le monde. Mais alors, si un peut se lever pour dire non et faire la pagaille, en ce moment-là, pourquoi il va y avoir des organisations? Voilà pourquoi j'ai demandé à rencontrer tout le monde. Tout le monde sait que le corps est sensible. Si les enfants restent à la maison, ça inquiète tous les parents d'élèves. Il n'y a aucune raison. À partir du moment où on s'est mis d'accord avec les syndicats, ils savent très bien quels étaient les salaires des syndicats à mon arrivée, qu'est-ce que c'est maintenant aujourd'hui. Mais tout le monde connaît la situation. Et au moment où le pays va aller de l'avant, où on nous fait confiance, pourquoi aujourd'hui, les journalistes, ils ont bien tenu leur réunion ici aujourd'hui en Guinée, est-ce qu'ils ont fait avant? Les femmes du monde ne sont pas là pour tenir leur réunion. Aujourd'hui, la Guinée est visible et les gens font confiance au pays. Et vous savez très bien, dès qu'on se voit dans France 24, trouble les hommes d'affaires. L'argent a peur du bruit. Et vous le savez bien, les hommes d'affaires. Vous savez, dès que vous étiez à Paris, vous avez vu comment les gens sont mobilisés. On va vous dire, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde demande, il paraît qu'il y a 2. Et je reproche au syndicat de ne pas avoir été présenté des condoléances. Moi, j'y arrive avant-hier nuit, mais hier, j'étais à Davompa et à Koza, parce que 2 enfants sont morts inutilement. Et en plus,
Comment un enseignant peut violer une fille? L'enseignant c'est quand même celui qui est là pour transmettre le savoir. C'est quand même l'enseignant, le médecin, c'est le modèle. Comment un enseignant peut violer une fille? Et vous savez très bien, aujourd'hui, on ne peut même pas avoir la fille parce que les parents ne veulent pas. Parce qu'avec votre mentalité, on va dire, ah, c'est la fille qui a été violée, elle va être pestiférée. Tout le monde sait ça. On n'est pas encore en Europe où les gens vont parler harcèlement sexuel. Vous savez très bien que quelqu'un est violé en Afrique et devient un paria. Comment un enseignant peut se permettre cela? Voilà où ça conduit. Donc j'ai souhaité qu'on se voit, qu'on s'explique, et pour que vraiment l'État marche normalement. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on se rencontre tous, et les journalistes, parce qu'on ne peut pas accepter, et j'ai dit ce matin, lorsque j'ai été à la clôture, si quelqu'un est considéré comme atteinte à la sécurité de l'État, quiconque est avec lui et recèle est même responsable que lui. C'est pourquoi j'ai préféré convoquer les porteurs de presse pour mettre chacun devant ses responsabilités. Toute radio qui fera passer les communiqués de Souma, il sera fermé le même jour. Il faut que ça soit très clair. Moi, je prends mes responsabilités. Je m'en fous. Je viens de finir avec Médecins sans frontières. Ce qu'il peut écrire, je m'en fous. Parce que si les gens violent la loi, j'appliquerai la loi. Voilà pourquoi je vous ai demandé à vous voir. Maintenant, je vous écoute. Les parents d'élèves, les syndicats, les journalistes, chacun a la parole. Merci de nous avoir invités afin qu'on échange ensemble avec le patronat, les parents d'élèves et les organes de presse. Pour la petite histoire, Monsieur le Président de la République, après la grève de février 2017, il était question qu'on essaye de mettre tous les fonctionnaires à leur position. Parce que quand cela devrait être fait, le syndicat n'avait pas été associé à cette époque. Nous avons réagi. Et l'État nous a dit, pour ce faire, ce n'est pas une petite histoire, ce n'est pas un petit travail, accepter qu'on essaye de suspendre la grève jusqu'au mois de septembre. Chose qui fut faite et nous avons essayé d'être mis dans nos différentes positions. Parce qu'on avait dit à cette époque, il y a des nouvelles recrues qui avaient beaucoup plus de salaire que les anciens. Donc on a dit qu'on n'était pas d'accord. Alors on a demandé une prime d'ancienneté relativement aux différentes positions. Et l'État a accepté cela. Chacun de nous a bénéficié de ces différentes primes d'ancienneté. Donc quand le mois de septembre est arrivé, mais bien avant cela, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, avec votre concours, il y a eu 5 syndicalistes qui ont eu des postes de nomination à des postes de responsabilité, notamment comme DPE. 3 du SLEG, notamment Aboubakar Souma, Kerel Touba et Demba Bangoura. Demba Bangoura a rejoint son poste, il est muté à Yomo. Et Kadia Touba, elle a été mutée à Dalaba. Aboubakar Souma, lui, il a été muté à Dingrai. Comme le ministre vient de le dire, comme vous venez de le dire, Kadia Touba, elle a rejoint, après elle est revenue, Demba Bangoura étant à Yomo, lui, il a rejoint. Au niveau de la FSPE, le secrétaire général adjoint Ben, lui, il a été muté à Koundara, il a rejoint. Et le camarade OC aussi a été muté à Kindia, lui également, il a rejoint. Donc, quand la négociation a été entamée au mois de septembre, nous étions tous dans la salle avec 4 ministres. Le ministre du Budget, le ministre de l'Enseignement technique et de l'Emploi et du Travail, le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Éducation, avec le mouvement syndical et le patronat. Alors quand nous nous sommes installés dans la salle, le ministre porte-parole du gouvernement a constaté la présence de M. Souma dans la salle. Il s'est adressé à nous à ces termes. Camarades, messieurs les syndicalistes, si nous sommes en train de respecter les textes de loi, à vous aussi de respecter ce que l'autorité de l'État vous soumet. Vous avez bénéficié d'un décret de Monsieur le Président de la République, il faut que vous rejoigniez. Dès lors que cela est fait, vous ne devrez plus être dans la salle. Donc le secrétaire général adjoint de l'USTG, en l'occurrence M. Abdoulaye Kamara, s'est levé, il a pris la parole. Effectivement, il a dit à M. Souma, vraiment vous n'êtes plus de la partie, vous pouvez nous excuser et rejoindre votre poste. Souma s'est levé de la salle, il est sorti. Donc depuis qu'il est sorti, c'est là où il a commencé à mettre le feu à la poudre. Il a commencé à faire des appels de gauche à droite et franchement, on n'avait pas compris. Mais qu'à cela nous tienne, nous on a commencé les négociations. Alors l'État nous a dit, on peut accéder à votre doléance, mais à la seule condition. Nous avons signé un procès verbal avec un groupe de jeunes de 2010 à 2015 qui était au nombre de 11 000.
Alors, le procès verbal étant présent, il faut que vous acceptiez, parce qu'après la décantation, il y a 5565 qui ont été retenus. Ils nous ont posé deux questions. Soit vous acceptez que les 5565 jeunes soient pris cette année. En ce moment, nous appliquons les 1030 et les 977 pour 3 ans. Nous avons dit, messieurs les membres du gouvernement, franchement, avec 3 ans, on n'est pas d'accord. Mais acceptez que nous nous concertions. Alors nous sommes sortis de la salle, on s'est concertés. Alors nous avons dit, comme ces jeunes, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, nous acceptons qu'ils soient engagés en 2017 et que nous accédions aussi à la sollicitude du gouvernement en ce qui concerne l'échelonnement sur 2 ans au lieu de 3 ans, à savoir 20% pour 2017 et 20% pour 2019. 10% au mois de février, 10% au mois d'octobre, valable pour la même année en 2019. C'est ce qui fut fait. Donc nous avons négocié sur cette base et pour ce premier point, nous avons signé tous, avec le patronat et le gouvernement, l'accord à ce niveau. Mais qu'à cela, jusqu'à présent, la plateforme revendicative n'est pas terminée. Parce que tous les jeudis, nous venons à la fonction publique pour continuer la négociation. Tous les jeudis, parce qu'il y a beaucoup de points qui ne sont pas encore satisfaits, mais presque les 80% sont satisfaits, il reste d'autres. Donc quand on me dit aujourd'hui que les camarades de Souma et autres ont déposé une plateforme revendicative qui n'est pas celle qui a été déposée par l'intercentrale, on tombe de nuit parce que jusqu'ici, les négociations ne sont pas fermées, on est toujours à la fonction publique pour revoir les autres points, n'est-ce pas, de la plateforme. Deuxièmement, lors de la négociation, il y a la prime de documentation que le gouvernement n'avait pas payée au mois d'octobre, au mois de septembre plutôt. Alors quand nous avons été informés, on a dit au gouvernement, franchement, vous êtes en train de violer nos accords. Ils nous ont promis fermement au mois d'octobre, c'est vrai, on va vous le payer. Effectivement, ça a été payé aussi au mois d'octobre. Donc voilà ce qui s'est passé, Monsieur le Président, à ce niveau. Entre-temps, moi, je suis tombé malade, je suis parti pour mes soins. Maintenant, pour me compléter, le vice-président de la commission de négociation, il est là, Aboulaye Camara, qui est de l'USTG, et en même temps qui coordonne le SLEC, il va vous donner les éléments complémentaires par rapport à la situation. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Comme vous venez de suivre le secrétaire général de la CNTG, le camarade Amadou Diallo, je voulais tout simplement vous dire que nous sommes encore autour de la table de négociation. L'intercentrale USTG-CNTG a déposé une plateforme revendicative pour 2017. Nous avons signé un accord avec le gouvernement pour dire que les négociations annuelles auront lieu au mois de septembre de chaque année. Et le gouvernement, à partir du 20 septembre, nous a écrit, nous nous sommes retrouvés autour de la table de négociation. Comme vous venez de suivre le camarade Amadou Diallo, au moment où je vous parle, nous sommes autour de la table de négociation. Et nous sommes au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a un statut particulier. Il y a des primes, il y a 10 primes. Les 10 primes ne sont pas encore payées. Il n'y a qu'une seule prime qui est payée partiellement, c'est la prime de blues. Donc les médecins voulaient partir à la grève. Nous avons demandé à la camarade Sophie, ici présente dans la salle, d'accepter à ce que la commission continue les négociations. C'est ce qui fut fait. Le directeur des ressources humaines du département a été invité, le budget était là. Nous avons fait une réunion, nous avons constaté que les primes sont payées, mais partiellement. Donc le ministère du budget s'est engagé à continuer le paiement de ces primes. Et la fédération et la commission nationale des négociations s'est retrouvée, Monsieur le Président, nous nous sommes tombés d'accord. Et je voulais informer tout simplement que le protocole que nous avons signé, c'est un protocole à mi-parcours, pour la simple raison que depuis février, on tenait à ce qu'on ait la valeur monétaire du point d'indice à 1030.
et le paiement de la prime de documentation. Parce qu'il faut savoir qu'au mois de mars 2017, la prime de documentation a été payée et elle est annuelle. Donc, le directeur national du budget nous a dit non, on ne peut pas payer 2 fois parce que ce n'est pas prévu dans le budget. Nous avons dit non. C'est l'année scolaire 2016-2017. Vous allez payer au mois de septembre pour l'année scolaire 2017-2018. C'est ce qui fut fait. Donc, nous avons signé un protocole à mi-parcours parce qu'on était tombé d'accord sur le paiement de la valeur monétaire de point d'indice pour le ministère de l'Éducation et de la Santé en 1030, les autres départements ministériels en 977. On a signé. Et je voulais vous rassurer, Monsieur le Président, que l'intercentrale CNTG-USTG ne remet pas en cause ce protocole d'accord. On ne reviendra pas sur ce protocole d'accord. Nous tenons à vous le signifier. Nous sommes des structures responsables et l'engagement, le respect, pour qu'une structure soit responsable, il faut qu'il respecte ses engagements. Pour le moment, nous voulons vous rassurer que toute la table de négociation, le patronat, le gouvernement, nous évoluons à grands pas. Il ne reste que 6 points qui ne sont pas encore discutés. Et nous avons fait un recueil des protocoles d'accord de 2015, 2016, 2017 sur les points non encore appliqués. Donc, sur ces différents points non appliqués, c'était d'ailleurs le premier point de la plateforme revendicative de l'intercentrale, à savoir l'évaluation des protocoles des 3 dernières années. Monsieur le Président, je vous dis honnêtement, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Et nous sommes en train d'aller très bien, il faut qu'on vous le dise. Par rapport à Souma, Monsieur le Président, hier je vous ai dit, Souma était non frustré. On ne sait pas pourquoi. Il a été muté. C'est un commis de l'État, il doit respecter. Et j'ai dit devant les ministres et devant les membres de la Commission nationale de négociation que Souma doit aller, il doit rejoindre son poste parce que c'est un commis de l'État, sinon il démissionne. Moi, je travaille dans une société privée. Quand on me met tout de suite, je dois aller, sinon je démissionne pour qu'on me règle. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes pas avec Souma. Mais compte tenu du contexte qui prévaut, Monsieur le Président, nous avons décidé de faire le profil bas dans l'intérêt supérieur de la nation. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, nous vous prions de nous regarder en tant que fils, de tenir un discours d'apaisement, un discours d'un bon père de famille africain. Aujourd'hui, le terrain est miné. Ne regardez plus les textes de loi, mais regardons ensemble le contexte et regardons notre beau pays, la Guinée. Je voulais vous demander humblement, c'est une prière que le mouvement syndical guinéen lance aux parents d'élèves, de ne pas accepter à Madame la Présidente de Fegui Paye, de ne pas accepter de sortir le lundi avec les enfants. Nous sommes en négociation... Je n'ai pas compris. Pardon? Je n'ai pas compris ce passage. Je n'ai pas compris le dernier point. Le dernier point, je voulais vous dire, nous avons suivi sur les ondes que les parents d'élèves et les élèves veulent sortir le lundi pour une marche, Monsieur le Président. Ça a été dit sur espace, sur les grandes gueules. C'est pour cette raison, comme Madame la Présidente de Fegui Paye est là, nous la demandons de ne pas accepter. C'est une association d'élèves, je pense que c'est minime. De toute façon, les parents d'élèves sont là, ils répondront. Voilà. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que je voulais vous dire pour le moment, mais nous vous disons que vraiment, autour de la table, les négociations avancent. Le patronat est là, le syndicat est là et le gouvernement est là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il faut quand même rétablir un certain nombre de choses. Vous avez harcelé pour que les jeunes qui sont en cours soient recrutés. Nous ne voulions pas. Vous avez harcelé, vous avez dit vraiment il faut être un bon père de famille, etc. On a accepté. Ils ont tous été intégrés. Et vous êtes même trompés, parce qu'il y a des gens déjà qui étaient intégrés
Et d'autres, même les chiffres que vous avez n'étaient pas corrects. Malgré ça, on a accepté. Pendant le bac, j'ai été dans les centres. Les enseignants ont dit vraiment, nous souhaitons que notre prime de, je ne sais pas comment vous appelez ça, soit évaluée. Le ministre a dit, bon, on verra ça l'année prochaine. J'ai dit non, on accepte, on a doublé. Parmi les 5 000 dont vous parlez, il y a des gens qui ont été recrutés sous le temps militaire qui ne remplissent aucune condition. Vous savez, les gens, on a fait des arrêtés illégaux qui ne remplissent rien. Malgré cela, on vous a dit, asseyons-nous ensemble et voyons, c'est rien. Et on s'est mis, on a vu, et que finalement, on a retenu 5 000. Donc certains avaient été recrutés de façon illégale, on a accepté. Hein? Donc, en Guinée, il faut quand même que la loi commence à s'appliquer. On ne peut pas être un État sauvage. Lorsqu'on arrête un voleur, on le frappe à mort. Alors que quand on est un voleur, on doit le donner à la gendarmerie. Pour un oui, pour un non, on casse la maison. Hein? Même ça les dernièrement, quand le Waliou a été tué, on a arrêté le jeune, mais les gens sont venus, ils l'ont frappé à mort, il est mort. Mais on ne peut pas accepter qu'un pays soit un pays où chacun fait justice. En ce moment-là, il n'y a plus d'État. Hein? Il n'y a plus d'État. Alors, si, et faites très attention, si une structure peut prendre une décision et une personne met ça en cause devant le peuple et qu'on l'encourage, à ce moment-là, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de structure. Il faut que ça soit très clair. Moi, je suis père de famille de toute la Guinée, c'est-à-dire je dois protéger tous les Guinéens. Et l'école, c'est fondamental parce que chacun veut que son enfant réussisse. Les enfants disent, mais les écoles privées vont, et nous alors? Donc on va être défavorisés à l'examen pendant que les autres sont au cours, nous ne sommes pas au cours. Donc on ne peut pas accepter cela. Moi, je veux bien. Qu'est-ce que vous appelez être bon père de famille? Est-ce qu'on doit donner la prime à l'illégalité, à l'indiscipline et à la violation systématique de la loi? Ou bien on doit faire respecter la loi? C'est l'intérêt de tout le monde qu'on fasse respecter la loi. Vous-même, vous étiez là, Amadou. Vous savez dans quelle situation ce pays-là? Vous êtes là, monsieur, vous avez été ministre. La Guinée a été incapable, jusqu'à mon arrivée, de terminer un programme avec le Fonds monétaire. On ne prenait pas au sérieux, on dit, ah, le Guinée, c'est pas la peine. Ils ont convaincu qu'on ne terminerait pas. On était le seul pays dans la sous-région qui n'avait pas encore le PTE, qui n'a pas eu la notion de la dette. On n'a pas mis les notions ni rien. Hein? On était un État paria. Et aujourd'hui, vous étiez à Paris. Et vous avez vu la confiance que vous dites que les bailleurs de fonds et les entreprises privées. Parce que sur les 20 milliards, il y a une bonne partie aussi qui est financement privé. Ce n'est pas à ce moment-là où la Guinée va sortir la tête de l'eau, où on va avancer, quelques personnes vont mettre ça en cause pour qu'on décourage les investisseurs. Ça, je n'accepterai pas. Parce que moi, je suis resté devant le peuple de Guinée de transformer la situation de ce pays-là. On ne peut pas permettre que demain, un médecin va décider, bon, moi, je ne fais plus. Après, demain, ça sera, c'est pas un cheminot, etc. Le petit train, c'est extrêmement utile pour tout le monde. On le casse, on l'arrête. Hein? On peut revendiquer, mais on ne peut pas revendiquer en cassant. Vous savez, quand vous revendiquez en cassant, déjà, on n'a pas beaucoup de biens. C'est le peu qu'on a, vous casser. Moi, j'étais opposant pendant 40 ans ici. Vous étiez au gouvernement, jamais je n'ai cassé, mes militaires n'ont cassé un vélo, une moto, après faire une maison. On s'attaque au bien de l'État, on s'attaque au camion, on s'attaque au train, etc. Mais on ramène le pays en arrière. Aujourd'hui, le petit train est arrêté. Et tous ces travailleurs-là qui le prennent pour venir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, il faut qu'on soit responsable. Faites très attention, il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on soit responsable. Parce que si quelqu'un peut défier la loi et qu'on accepte, alors il n'y aura plus de loi. Parce que si lui, si elle doit le faire demain, il demandera faites comme. Si on le fait, on peut faire la même chose. Donc, ça sera de la chienlit. On ne peut pas accepter ça. Donc, il faut qu'on s'entende très bien. Il n'y a pas de raison qui est grève. Puisqu'on est tombé d'accord. Quand vous avez fait grève les autres fois, on vous a accompagné, on a négocié jusqu'à ce qu'on sorte de la grève. Parce que c'est votre droit, le droit de grève. Quand Dadis a voulu mettre encore le droit de grève, c'est moi qui me suis levé pour dire que le droit de grève est la logique d'un combat où les gens sont morts. Qu'on ne peut pas mettre encore le droit de grève. On peut négocier avec les syndicats, mais pas mettre encore le droit de grève. Donc, et si je suis là, c'est parce qu'il y a les forces vives. Et les forces vives, les syndicats ont été une force prenante importante de ces forces vives. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on gouvernera ensemble, vous n'êtes pas assis là-bas, assis regarder moi au charbon, on sera tous au charbon, je vous l'ai toujours dit. Parce que si vous m'avez accompagné, vous devez m'accompagner tout le temps. Donc il faut que le pays quand même soit gouverné. On ne peut pas se permettre. Vous-même, vous avez vu comment était l'enseignement guinéen. On a mis en place un comité d'audit.
avec les syndicats des parents d'élèves. Tout le monde a vu. La Guinée était le seul pays où on peut avoir le bac avec 7. La conséquence, c'est que les gens n'ont aucun niveau. Quand on veut faire passer un concours, les gens passent des examens, sont honteux. Sur une page, ils peuvent faire 10 fautes d'orthographe. Ça nulle part. Pourquoi? Parce que les écoles privées donnaient 15, 16 en contrôle continu, même si tu es à 7. Et c'est en ce moment-là, on a peuplé. Et c'est les écoles. Et vous avez bien vu, quand on fait l'ensemble biométrique, le minimum, ils avaient la moitié des gens qui n'existaient pas. Donc on jetait l'argent par la fenêtre. Un État ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et dans la commission, il y avait les enseignants, c'était présidé par Savané, il y avait les parents d'élèves, il y avait tout le monde. Et aujourd'hui, on continue à redresser. L'enseignement guinéen n'a pas. Hein? Lorsque le Maroc a voulu nous accompagner pour l'enseignement, il connaît. Lorsque les Marocains sont venus, qu'ils ont fait l'audit, c'est une honte. Je vous ai dit de publier. Il faut publier les résultats, que les gens connaissent la vérité. Quel était notre enseignement? Hein? Et si on veut redresser, ou bien on continue dans la médiocrité, ou bien on avance. Mais on ne peut pas continuer dans la médiocrité parce qu'on forme des chômeurs. Quand vous formez des gens qui n'ont aucun niveau, comment ils vont avoir du travail? Donc il faut qu'aujourd'hui, à partir du moment où la Guinée a retrouvé la compétence de la communauté internationale des bailleurs de fonds, il faut que notre pays avance. On ne peut pas avancer dans l'indiscipline. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure à Reporters sans frontières, en Guinée, les gens ne sont pas professionnels. Ils recrutent des jeunes diplômés sortis de l'école qui ne connaissent rien, la presse. Moi, je veux bien accompagner la presse, comme je l'ai dit. Et chaque fois que je rencontre des journalistes, je leur dis, faites l'investigation. Un journaliste doit faire l'investigation. Un journaliste n'est pas là pour faire passer des ragots. Quand on dit Savané a volé, il faut qu'il retrouve Savané. Si c'est vrai, il ne va pas dire que Savané a volé. Et si c'est faux, il doit au moins demander, faire des enquêtes. Mais ce n'est pas ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est moi qui ai proposé, à Tibou de proposer à la presse, qu'on fasse une journée de la presse, comme on a fait une journée des paysans, pour qu'on sache qu'on voit comment on peut redresser. Aujourd'hui, la francophonie est obligée de dire qu'ils vont nous accompagner parce qu'ils ont constaté que les journalistes ne sont pas professionnels. Et j'ai insisté tout à l'heure pour qu'ils nous accompagnent eux-mêmes, qu'on nous accompagne pour avoir une bonne école journaliste professionnelle, pour qu'au moins on forme de bons journalistes, pour que le mauvais grain n'amène pas à détruire le bon grain. Parce qu'il y a des bons journalistes. Il faut donc il ne faut pas que pour arracher les mauvaises graines, qu'on avance même les bonnes graines. Mais il faut que chacun, le patronat, syndicat, parents d'élèves, que chacun accepte d'être responsable. Les parents d'élèves ont une grande responsabilité. Parce que l'éducation de l'enfant commence d'abord à la maison avant que ça soit à l'école. Il faut que les parents d'élèves aussi prennent leurs responsabilités. On ne peut pas laisser des jeunes aller à Nyariwade, etc., prendre la drogue. On va laisser des jeunes de 14, 15 ans prendre la drogue. Quelle jeunesse on prépare? Il faut aussi que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Ils ne doivent pas laisser leurs enfants aller se droguer. Donc il faut que chacun prenne ça. Ce pays ne peut pas avancer si chacun ne prend pas ses responsabilités. L'éducation de l'enfant commence d'abord à la maison. On ne peut pas laisser son enfant aller jeter des pierres cassées. Elles sont les parents aussi. Donc il faut qu'aujourd'hui chacun se regarde dans le miroir et dit qu'est-ce que je fais pour ce pays, pour que le pays avance. Moi je n'accepterai plus d'indiscipline. Je n'accepte plus de sabotage. Les gens ont le droit de défendre leurs droits, mais défendre leurs droits, ce n'est pas s'attaquer aux droits des autres. Parce que si tu t'attaques aux droits des autres, alors normalement il n'y a plus de liberté. Donc je pense que les syndicats ont fini ou pas encore? Bon, maintenant, il y a les parents d'élèves. Après, non, pardon, le patronat, pardon. Parce que le patronat est négociateur avec nous. Oui. Je voudrais, d'entrée de jeu, signaler que toute plateforme de négociation, conformément à la loi, toute plateforme de négociation est toujours déposée par un syndicat représentatif. Et lorsque la plateforme est déposée, l'inspecteur du travail convoque les parties pour la négociation. Tous ceux qui sont concernés par la plateforme s'attendent avec ceux qui ont déposé la plateforme pour que les voix soient uniques. Celui qui n'est pas dans ça, il viole la loi. Partant de cela, Monsieur le Président, je voudrais signaler ici à l'intention de cette masse d'intellectuels et de jeunes que les négociations ont commencé par deux revendications extrêmement importantes pour lesquelles l'État a donné son accord et qui ont été résolues dans la satisfaction des enseignants en général. Il y avait des hiérarchies, des fonctionnaires qui étaient bloqués parce qu'ayant atteint le plafond de la hiérarchie des années durant,
Ils n'ont pas été déplafonnés. La revendication syndicale a permis de déplafonner, a permis à un ensemble important de fonctionnaires de bénéficier des avantages. Deuxième élément, la hiérarchie A comportait tout ce qui avait fait l'université, sans distinction. La revendication syndicale a permis de diviser cette hiérarchie en la valorisant, en tenant compte des niveaux de formation. Ceux qui ont fait licence ont été classés à A1, ce qui est normal. Ceux qui ont fait maîtrise ont été classés à A2. Les docteurs et autres ont été classés à A3. Ceci a été une victoire essentielle pour la couche travailleuse enseignante surtout. Ceci étant, là déjà, la problématique était de dire, bon, puisqu'on a fait le déplafonnage, puisqu'on a divisé, certainement on va gagner. Ce jour-là, personnellement, je leur ai dit, non, vous ne gagnerez pas. Vous gagnerez lorsqu'il y aura une négociation autour de la valeur de l'indice, la valeur monétaire de l'indice. La question n'était pas de discuter de la valeur monétaire de l'indice, la question était de discuter du relèvement du plafond et de la cession de la hiérarchie A. Ce qui a été fait. Par la suite, grâce à votre haute compréhension, Monsieur le Président, je dis, les syndicats ont demandé que l'indice soit porté à 1030. Et 1030 et à 977, je crois, si je ne m'abuse, pour l'ensemble des autres fonctionnaires. Tous les fonctionnaires de Guinée, l'État n'a pas trouvé d'inconvénient, malgré les difficultés dans lesquelles on se trouve. Difficulté qui fait qu'aujourd'hui, on parle de situation du terrain, situation du terrain. Je vais en revenir tout à l'heure avec votre permission, Monsieur le Président. Nous avons accepté de remonter pour les enseignants et pour la santé la valeur indiciaire à 1030 et pour l'ensemble des autres fonctionnaires à 977. Naturellement, on ne peut donner que ce qu'on en a sur le champ. L'État a accepté. Après une semaine de négociations dures, l'État a accepté que ce soit fait en palier, mais a accepté, appliqué. Le syndicaliste a donné tout à l'heure les différentes tranches. À mon avis, c'était des éléments essentiels qui devraient être pris en compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Je viens de Paris, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Nous étions très embêtés à Paris parce que nous avons senti qu'il y a des personnes qui nous aiment et que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Nous avons senti à Paris des gens qui ont fait l'éloge du régime, ce que nous-mêmes, nous ne faisions pas. Nous nous sommes rendus compte du niveau où nous nous sommes trouvés les Guinéens par rapport à l'Afrique entière et le monde, alors que nous, à l'intérieur, on l'ignorait. Le président vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Nous étions partis avec l'intention d'avoir 14 milliards. Nous avons eu 20 milliards. Et tenez-vous tranquille, pour la première fois depuis 1958, la France ne nous a pas donné un montant aussi colossal. 501 millions d'euros. C'est la première fois depuis notre indépendance. Ce n'est pas donné parce qu'on a présenté un visage n'importe comment. C'est un plan très bien édifié, très bien rédigé, très bien cernant très bien nos conditions de vie pour nous permettre d'évoluer demain, pour nous permettre d'être des Guinéens émergents qui a été fait et c'est pourquoi la France a accepté de donner un tel montant. Mes chers frères, Monsieur le Président, vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important. Vous avez dit que vous ne laisserez plus les gens faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Vous avez raison. Aucun pays au monde ne peut vivre sans appliquer la loi et qui réussisse. Aucun pays au monde ne peut vivre dans l'impunité et qui réussit. Aucun pays au monde ne peut vivre dans l'insécurité et dire que je réussis. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, vous avez raison. Et je crois que vous avez bien fait de le dire aujourd'hui. C'est important. Mes chers frères, ceux qui ont grévé se sont servis du fait qu'il n'y avait pas application des lois pour le faire. Sinon, ils n'ont pas raison.
25 ans, j'ai négocié pour ce pays en qualité d'inspecteur général du travail. J'ai négocié avec toutes les catégories de syndicats. Vous les connaissez, il y en a qui sont morts, ils étaient très durs. Mais cette fois-ci, c'est dommage. C'est très dommage, c'est pas normal. Monsieur le Président, c'est ce que je voulais ajouter. Ne pas attendre septembre, de commencer les négociations avec vous avant d'arriver en septembre. Que je ne veux pas arriver en septembre avec un blocage. Et dès que les ministres ont été nommés, je leur ai dit, prenez contact avec les syndicats et commencez à discuter avant d'arriver en septembre, oui ou non? Oui. Monsieur le Président, pour peut-être une première ou une seconde fois, je vais me permettre de prendre la parole. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mes prédécesseurs, mais je vais me permettre de rebondir sur ce qu'ils ont eu à dire. Je représente le CNPG, l'un des patronats guinéens. Je suis chef d'entreprise du secteur privé guinéen et j'essaye de me battre pour le respect du contenu local guinéen qui en soi n'est pas du tout respecté et qui devrait être le vrai générateur d'emplois. Tout à l'heure, il y a un ami syndicaliste qui disait que vous êtes le père de famille. Il se trouve qu'effectivement vous êtes le père de famille. Mais le père de famille doit savoir caresser et il doit savoir, parce que nous sommes des Africains, sanctionner aussi. Et il se trouve que tous les Guinéens présents dans cette salle se plaignent tous les jours de l'impunité. Critique l'État dans ses actions, constate le manque de résultats, mais ne veut pas que nous, Guinéens, soyons sanctionnés. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Je pense qu'il est peut-être arrivé le temps où la loi faite par nous, Guinéens, votée par nos députés, soit appliquée par nous, Guinéens, de la façon la plus juste. Tant que nous ne le ferons pas, bien effectivement, des Guinéens comme nous se donneront le droit, alors qu'ils ne sont pas représentants de structures syndicales, patronales, associatives quelconques, mais de semer le trouble dans notre pays et de donner la mort par certaines actions à de pauvres innocents. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Dans la culture mandingue, on dit que lorsque l'eau est versée, on ne peut pas la ramasser. Il y a une évidence aujourd'hui en Guinée, c'est que le Guinéen que nous sommes n'arrivons plus à travailler en Guinée. Nous, Guinéens, nous traversons aujourd'hui ce désert. Nous faisons partie des nombreuses victimes parce que nous n'arrivons pas à travailler dans notre pays. Parce qu'au lieu de se consacrer au travail, je suis employeur, au lieu de se consacrer au travail, on passe une journée, 2 journées par semaine à manifester, à contester, à casser ce que soit nos parents ont construit, ce que nous aurions dû maintenir, ou à casser ce que nous avons, nous, difficilement construit, mais dans une impunité totale. Donc, le père de famille que vous êtes doit accepter, malgré notre volonté, de nous amener à respecter les lois que nous avons votées. Ça ne sera peut-être pas facile, mais il faut qu'on le fasse avant que l'État soit récupéré par la rue. Parce que le danger que nous courons, il est là, Monsieur le Président. Toutes les couches confondues présentes dans cette salle ne peuvent pas nier cette réalité. Aujourd'hui, circuler dans Conakry relève de l'exploit, Monsieur le Président. Parce que c'est l'anarchie. Parce que devenu conducteur derrière son volant, on oublie les règles de la religion. On oublie les bases de l'association humaine. Nous sommes devenus pratiquement des animaux quand on conduit un véhicule. Dès que quelqu'un touche votre véhicule, vous êtes capable de descendre, de le boxer, de le blesser, alors que c'est du métal qui a été froissé. Parce que nous avons perdu cette valeur qui permet à un peuple d'avoir la nation.
Monsieur le Président, je pleure parce que mon père est rentré en Guinée en 1953 avec la première blanche comme épouse parce qu'il croyait en mon pays, il croyait en son pays. Il fait partie des compagnons de l'indépendance guinéenne. Il y en a un qui vit encore, Dr Sultan, que je citerai. Ce qu'ils ont construit, nous le détruisons tous les jours. Pourquoi? Pourquoi nous le détruisons? Parce que nous sommes devenus métal, nous sommes devenus avilis, asservis par l'argent. On a oublié la religion, on a oublié nos valeurs traditionnelles, ce qu'on nous apprenait sous le baobab, le fromager. Aujourd'hui, on n'est mu que par l'argent. Et je pense que l'opportunité m'a été offerte aujourd'hui de pouvoir vous interpeller afin que la loi, aussi dure soit-elle, soit appliquée à nous Guinéens. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque j'ai vu sur Internet des journalistes, des artistes, des footballeurs faire le buzz, parce que c'est ça faire le buzz, et c'est ce que mon fils me disait, en parlant de la traite, des problèmes qu'il y a actuellement. Mais ce sont des problèmes qui sont sus depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En Mauritanie, le noir est toujours, dans beaucoup de cas, considéré encore comme esclave. Dans beaucoup de pays arabes, vous avez des vols aujourd'hui qui partent de Conakry, Emirates, Ethiopian Airlines, dans lesquels vous avez des vingtaines de jeunes filles, des trentaines de jeunes garçons qui vont en esclavage dans les pays arabes. C'est devenu aujourd'hui un marché connu, mais parce que la loi n'est pas appliquée. Si la loi était appliquée à tout le monde, avec une extrême rigueur à ceux qui sont chargés de l'incarner, mais peut-être que les gens feraient attention. Vous savez, la beauté du football, c'est quoi? C'est que quand il y a un match de football, il y a un arbitre, un seul. Les autres sont des assistants. Quand l'arbitre a sorti le carton jaune, c'est une première fois, attention. Quand il a sorti le carton rouge, quel que soit votre niveau de rémunération, vous vous appelez Zidane, vous vous appelez Platini, vous vous appelez Maradona ou Messi, vous sortez du terrain. Et quand l'arbitre a dit penalty, c'est penalty. Monsieur le Président, vous êtes le premier magistrat de ce pays, vous êtes l'arbitre. Il faudrait que les médias, que les employeurs, que les employés, que tous ceux qui acceptent de venir travailler en Guinée s'adaptent et se soumettent aux lois de la Guinée. Je prends l'exemple du contenu local. Mais, Monsieur le Président, hier j'étais à une conférence à la Banque mondiale où j'ai entendu dire que pour les compagnies minières, il y va de leur gré d'accepter de faire travailler les entreprises guinéennes. Je dis bien de leur gré, de leur vouloir. Alors que dans le code minier guinéen, voté à l'Assemblée nationale guinéenne... Excusez-moi, qui a dit ça? Qui a dit la volonté? Vous savez très bien que le code minier l'impose. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Alors que ce code minier, voté à l'Assemblée nationale par les représentants du peuple, il y a un quota qui est exigé. Donc ce n'est aucun service, aucune faveur que l'on rend aux entreprises. Non, ce n'est pas un quota. Non, il n'y a pas de quota. C'est l'obligation que les métiers de sous-traitance soient confiés à des Guinéens. Et deuxièmement, qu'en dehors des postes techniques que les Guinéens ne peuvent pas, que le reste soit de nos Guinéens. Mais si un Guinéen ne peut pas, n'a pas la capacité d'être ingénieur chez eux, tu ne vas pas dire non. C'est-à-dire la société minière, pour les postes où nous n'avons pas de compétences, ils peuvent amener des gens. Pour tous les autres postes, nous avons des compétences, il doit donner Guinéens. Mais on ne peut pas demander de donner à un ouvrier le poste d'ingénieur. Mais ce n'est pas une question de quota, c'est une question, même en dehors des mines. Nous avons signé avec les sociétés chinoises pour les routes. Nous avons dit aux sociétés chinoises, vous donnerez 30% aux entreprises guinéennes. Parce que pour signer avec la Chine, il faut savoir qu'une société chinoise. Je dis d'accord, mais alors vous associerez les sociétés guinéennes à votre contrat, ce qu'ils ont fait. Et le contenu minier, nous sommes décidés à insérer le contenu local partout. Mais le contenu local aussi veut dire que d'avoir en priorité les gens là, de la région qui sont. Si c'est Sigini, c'est Sigini. Si c'est Bokeh, c'est Bokeh. Le contenu local ne veut pas dire d'aller chercher des commerçants qui ont les moyens de venir faire le travail à la place des locaux. Donc, le contenu local aussi, il y a aussi la faute des Guinéens aussi, qui sont des commerçants qui veulent prendre leur camion pour aller travailler à Bokeh, non pas laisser le nature de Bokeh travailler. Donc le contenu local, non seulement les miniers doivent l'appliquer, mais les Guinéens aussi doivent l'appliquer.
Parfaitement, Monsieur le Président. Mais pour finaliser mon propos, je fais un appel, cette fois-ci, je lance un appel aux structures de communication. Il faudrait que nos structures privées étatiques de communication consacrent 75% de leur temps d'audience ou de leurs émissions au civisme qu'il faut réinculquer aux Guinéens que nous sommes, à la rééducation des valeurs qui forment un État et à la transmission du vrai message qui est le message d'union. Il faudrait que nous puissions amener les Guinéens à s'unir, à se regarder comme des frères, à se regarder comme une seule personne. J'ai dit, Monsieur le Président. Le cas, c'est le tour des parents d'élèves, non? Les syndicats de partenaires ont fini. Et les parents d'élèves. Merci, Monsieur le Président. C'est Madame Camara Adamasso. Je suis la présidente des associations des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école. C'est avec le cœur très serré que je prends la parole ici. Pourquoi? C'est parce que c'est en une année que nos enfants sont victimes d'agressions dans les écoles. En février et en ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être victimes en une année de 2 agressions? C'est des Guinéens. Et ils ont le droit à la protection, à l'éducation, à la santé et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes désolés que nos enfants quittent la maison pour aller à la chasse du savoir et qu'on nous ramène des cadavres, qu'on nous ramène des enfants violés par des personnes qui sont appelées, au-delà de leur mandat de formateur, de les protéger. Des enfants qui ont perdu leur vue, des enfants qui sont blessés, avec des choses dont je ne peux pas citer ici. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'échec de l'année passée. Ils n'ont pas dit qu'un enseignant n'a pas perçu son salaire parce que son élève, ou bien il n'a pas eu un grand pourcentage d'admis. Mais les enfants, ils ont échoué. Ils l'ont accepté. Et ils ont promis de redoubler d'efforts, sachant que c'est le travail qui paye. Ce n'est plus avec des notes de cours gonflées qu'on passe en classe supérieure ou les examens. Ils ont repris l'école avec une grande force, avec un grand espoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces enfants-là ne bénéficient pas de ces cours. Les parents, quelque chose, on dit aujourd'hui qu'il y a des pauvres. Oui, je suis d'accord. Des femmes qui vendent le piment au marché. Mais ils ont trouvé la tenue pour leurs enfants. Des sacs de colliers, des cahiers, des paires de chaussures. La collation est pour permettre à ces enfants d'aller à l'école. Ceux qui sont plus nantis ont payé des millions pour que l'année scolaire de leurs enfants soit assurée. Tout ça là, c'est pour assurer l'avenir de demain, l'avenir de la Guinée de demain. Mais si par je ne sais quoi, on arrive à priver nos enfants de leur savoir, ça nous indigne, ça nous offense, ça nous fait mal. En premier lieu, nous parents d'abord, nous demandons à ce que enquête soit faite pour que les coupables ou les responsabilités soient situées et que les coupables soient
sanctionnés à la forfaiture de leur faute. Ça, on tient à cela. Il ne faut pas dire que c'est pour le pied, mais il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est toute la population guinéenne qui a peur. Des gens se sont mêlés pour prendre la drogue, pour agresser les gens dans la rue. Moi, j'ai fait 2 nuits sans passer la nuit chez moi, parce que je suis menacée. Pourquoi? C'est parce que je véhicule des messages d'apaisement. Et moi, je suis guinéenne, je n'ai pas où aller. Mon père est guinéen, ma mère est guinéenne, je ne connais que la Guinée. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des messages qui amènent au soulèvement. Que Dieu m'en garde. L'histoire va me rattraper. Donc, je ne veux pas travailler dans l'intérêt d'un individu, mais pour l'intérêt de la nation. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. C'est de prier Monsieur le Président de la République à nous trouver les moyens et voies pour ouvrir l'école. Mais l'ouvrir comment? En sécurisant nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'enseignement suit un programme d'enseignement. C'est les 10 mois. C'est pas parce qu'il y a eu grève que cela va influencer le programme d'enseignement scolaire. Ils vont toujours faire les examens à la date indiquée, alors que nos enfants ont été victimes un jour. Et que ces enseignants-là qui sont en grève, qui n'ont pas enseigné pendant 12 jours, seront payés comme avant, alors que nous, nos enfants, sont privés de leur savoir. Pourquoi cela? 2 poids, 2 mesures. Il faut que justice soit faite, que nos enfants reprennent la cour de l'école et dans la sécurité totale. Nous vous prions pour cela, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Je crois que la personne qui a violé la fille est en état d'arrestation, non? En ce qui concerne le jeune qui est mort à Dabompa, on est en train de faire des enquêtes parce qu'on parle de quelqu'un qui était cagoulé, qui a tiré. Dans ce que vous avez dit, il y a 2 choses. Le droit syndical est un droit sacré. Si les syndicats enseignants font grève de façon légale et qu'on négocie, on ne peut pas couper les salaires parce que c'est le droit de faire la grève. Par contre, si les gens ne vont pas à l'école alors que les syndicats n'ont pas décrété la grève, ça on peut couper les salaires. Mais lorsque le droit syndical s'applique, on ne peut pas couper les salaires parce que ça fait partie des droits fondamentaux conquis par les travailleurs après de longues luttes. Hein? Mais lorsque les enseignants, s'il vous plaît madame, lorsque les enseignants, sans raison, refusent d'aller à l'école, là ils doivent être sanctionnés. Donc il faut distinguer. En février, c'était des syndicats qui étaient en grève, donc on ne peut pas dire qu'on va couper les salaires. On négocie, on s'entend et on continue. Maintenant, là c'est une grève illégale. Évidemment, on ne paye pas. Mais très souvent, les syndicats, surtout les banquiers, ils savent que quand ils font grève, on doit couper. Mais après, ils viennent tous voir le président, pardon, il faut demander pardon à nos employeurs qui ne coupent pas. Mais il faut quand même s'assumer aussi. Quand tu fais grève, tu connais, mais ce n'est pas le cas des enseignants. Quand les enseignants font grève, on ne dit pas que le règlement des enseignants ne dit pas que quand l'enseignant va en grève, on doit couper son salaire, contrairement aux banques. À moins que je me trompe. Je me trompe. Non, non. Moi, je suis professeur, je suis syndicaliste. J'étais syndicaliste, je ne peux pas quand même être président et remettre en cause le droit syndical. C'est quand même grave. Mais nous ne pouvons plus accepter le chien-lit. Et comme je l'ai dit, nous allons rapidement doter les forces de sécurité de tous les moyens d'une sécurisation civilisée. Pas d'agression, mais au moins que la loi s'applique et que les enfants puissent aller à l'école. Parce que c'est l'avenir des enfants. Les enfants ne sont pas bêtes. Ils disent, mais nous, on va être défavorisés au bac. Pendant que nous, on ne va pas à l'école, les écoles privées vont.
Donc on va être défavorisé. Mais il faut que tout le monde accepte, les parents d'élèves les premiers, soient les premiers à dénoncer un acte illégal qui va contre les décisions prises par toutes les institutions, les syndicats, les patronats, tout le monde. Mais moi, je défendrai toujours le droit de grève et le droit des travailleurs de faire grève. Et le gouvernement doit négocier jusqu'à trouver une solution. Même s'ils n'ont pas raison. Par exemple, parfois, ils ont des revendications totalement irréalistes, mais c'est leur droit. Enfin, pas leur droit, mais c'est leur rôle. Bon, c'est à nous à accepter de les ramener à la raison. Mais nous ne pouvons plus accepter, madame, qu'on viole la loi, que la Guinée soit comme un État sauvage. Pendant qu'on était à Paris, tout le monde dit, président, il y a un élève qui a été tué. Même à l'Élysée, on m'a posé la question, même à la conférence de président Macron, parce que enfin, ça touche tout le monde. Comment il y a un enfant qui a été tué? Mais j'étais obligé d'expliquer aux gens que c'était une grève illégale. Parce que c'est comme si les syndicats étaient en grève et qu'on a tué quelqu'un, alors que non. Et vous savez aujourd'hui que l'information, le monde est maintenant unipolaire. Et ce qui se passe aujourd'hui au fin de la Chine, nous le savons aujourd'hui. Ce qui se passe au fin du Nord, mais c'est vrai aussi que nous avons une faiblesse qu'on va corriger, c'est la communication. Le gouvernement ne communique pas assez, et comme c'est un pays de rumeurs, ça permet à la rumeur de s'installer. Mais tout ça, mais vous savez, comme a dit quelqu'un, l'humanité ne résout que les problèmes qui se posent à elle. Devons-nous nous battre d'abord pour avoir les moyens de développer le pays ou pas? C'est-à-dire, pour qu'il y ait le bateau, il faut qu'il y ait la carotte. Et la carotte, c'est quand même les moyens de donner du travail aux gens, aux enfants, etc. S'il n'y a pas la carotte, vous utilisez le bateau, vous mettez tout le monde contre vous. Mais s'il y a la carotte, vous pouvez prendre le bateau contre le fauteuil parce qu'ils sont isolés. Et c'est le travail que nous avons fait. Beaucoup de gens pensent que moi je gouverne comme si j'étais en France. Ah, président, t'es en France, on a foutu ta raie. Démocratie, on n'a pas un raie. Mais, parce qu'ils trouvent trop qu'il y a, on laisse trop faire. Quand tu étais on a pas nous. C'est autorité, on a pas nous. Mais moi, je me suis pas battu pendant 40 ans pour la démocratie. Il faut nous gouverner comme Conté. Il faut qu'on accepte ça aussi. Je pense que, mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a atteint un point où il faut maintenant la loi s'applique. Il n'est pas normal qu'on attrape un voleur, qu'on le frappe à mort. Il n'est pas normal qu'on se rende justice. Quand on attrape un voleur, on l'amène à la police. Il y a la gendarmerie, on l'amène. On ne doit pas aller casser quelque chose, casser la maison de sa famille. Non. La justice est là. Même si la justice a des faiblesses, nous devons de corriger, mais on ne peut pas se rendre justice. Quand on se rend justice, il n'y a plus d'État. L'indiscipline, tout le monde voit. Vous arrêtez, vous parlez, vous barrez la route à tout le monde. Ou bien vous occupez toutes les rues avec tout devient marché. Mais il faut qu'il y ait la discipline. Donc, c'est vrai que l'embouteillage n'est pas dit ça seulement. C'est pourquoi tout notre problème, c'est comment c'est l'électricité. Les handicaps de la Guinée, c'est l'électricité, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons un programme pour faire le voirie de Conakry, parce que Conakry ne peut pas circuler. Mais aussi, Conakry, ce n'est pas une ville. Kaloum, ce n'est pas une ville. Il faut qu'on le connaisse quand même. Kaloum, ce n'est pas une ville. Il faut donc qu'on puisse faire des maisons sociales, faire des ménages, les gens reconstruits qui reviennent. Mais Conakry ne peut pas rester comme il est aujourd'hui. Ce n'est pas une ville. Même du temps des colons, Roland Pré avait écrit que les Français ont laissé Conakry se développer et que ce n'est pas normal. Et si on n'avait plus l'indépendance en 60, beaucoup de quartiers de Kaloum ne seraient plus là. Parce qu'ils avaient été tous indemnisés pour déménager. Malheureusement, et puis en Guinée, les gens sont indemnisés, ils ne déménagent pas. Même quand ou bien ils s'installent là où c'est interdit. Les gens qui étaient à côté de minières, les gens qui étaient là-bas ont été indemnisés. Depuis longtemps, ils n'ont pas quitté d'autres, viennent s'installer, alors qu'ils savent que c'est dangereux. Regardez ce qui s'est passé en Sierra Leone. Combien de morts? Plus de 1000 morts. On a retrouvé des corps jusqu'au port de Conakry. De Sierra Leone jusqu'à Conakry, on a retrouvé des corps. Mais il faut qu'on accepte la discipline. On ne peut pas construire là où manifestement on sait qu'il y a le marécage et que si la pluie vient, ça va amener. Mais les gens savent ça, mais ils le font. Mais c'est la faute de l'État. Parce que si le ministère du Ban avait fait son travail, les gens n'auraient pas construit là. C'est pourquoi 2 ans, j'ai été très clair. Nous n'accepterons plus qu'on construise. Nous n'accepterons plus que des gens prennent de l'argent, qu'ils aillent faire remblayer la mer. La mer, ça appartient à l'État. Vous ne pouvez pas remblayer sans autorisation de l'État. C'est pourquoi tous les gens qui ont remblayé, qui ont été dans la gendarmerie, brigade maintenant de tout casser. Si vous avez construit, je casse. Parce que vous n'avez pas de droit. Le bord de mer est inaliénable. On ne peut pas donner un titre foncier. On peut donner, monsieur le ministre, vous le savez très bien, on peut donner un bail. Mais c'est inaliénable.
à plus forte raison que quelqu'un aille remblayer parce qu'il a de l'argent. Non. Tout ça, on a mis fin, on a créé une brigade. Il faut que la loi s'applique. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui sont accaparés des biens de l'État. Lorsque nous avons eu le contentieux franco-guinéen, tous les biens qui appartenaient aux Français sont revenus à l'État. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces biens sont occupés par des gens. Vous savez, le portefeuille de l'État, on ne peut pas se permettre que